Fane, Aniche. Ezanga ibe munaiga frotindi gaye. Eko nintiba baralangulunge la kumasi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sénéyele, émission qui traite de la problématique de la valorisation de l'agriculture. Il y a tout naturellement des organisations qui se battent pour cette cause et AgriHype en est une parfaite illustration. C'est pourquoi dans ce premier numéro de votre émission, nous parlerons des résultats du Salon de financement de l'agriculture qui s'est tenu cette année 2014, bien entendu, à Scasso. Alors, nous parlerons également de la problématique du financement de l'agriculture. Alors, pour développer toutes ces questions, nous avons tout naturellement des invités sur ce plateau. Il s'agit d'abord de Adama Kamara. Bonjour, M. Kamara. Bonjour. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes le président de l'APSFD, c'est bien ça? Alors, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Nous avons également Salif Sangaré. Bonjour, M. Sangaré. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes de la Direction nationale de l'agriculture. Nous avons ensuite le professeur Abdoulaye Niang. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Niang. C'est bien ça, avec plusieurs autres titres. Hein. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons également Bakary Diarra de l'AOPP. Bonsoir, monsieur Diarra. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Alors, nous avons Lassana Koulibaly de la BNDA, qui sont prêts certainement à financer l'agriculture, il n'y a pas de problème. Bienvenue, monsieur Koulibaly. Bienvenue sur ce plateau. Toujours, oui. Et pour terminer, nous avons Lassana Sanou, qui représente ici sur ce plateau AgriHype. Bonsoir, M. Sanou, et bienvenue. D'ailleurs, M. Sanou, la première question, on vient de le dire dans l'introduction, il y a eu le salon de financement de l'agriculture cette année 2014 même à Sikasso. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les temps forts de ce salon? Qu'est-ce qui a motivé cette idée? Ok, mais merci bien. Alors, je dois dire que le salon du financement de l'agriculture est une initiative de AgriHype Mali. Et AgriHype Mali est une initiative, on va dire, des AgriPro-Focus, qui est un réseau, n'est-ce pas, d'organisations néerlandaises et qui se bat à promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Alors, ici au Mali, AgriHype a vu le jour depuis 2011 et travaille dans ce sens à améliorer, à promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Alors, disons que nous avons réfléchi au sein de AgriHype Mali et nous avons mis en place des communautés d'innovation. Et ces communautés sont divisées en 5 thèmes. Et le thème... Peut-être avant de continuer, oui, communautés d'innovation. Des communautés d'innovation, en fait, c'est des groupes de réflexion. Des groupes de réflexion sur des thèmes bien précis. Alors, sur ces thèmes-là, nous, en tant qu'Oeco Crédit Mali, avec IFDC, nous présidons, du moins nous sommes chefs de file du thème accès au financement. Voilà. Donc, dans nos réflexions, nous avons pensé qu'il était opportun, n'est-ce pas, de lancer des réflexions, des activités visant à faciliter l'accès au financement du domaine agricole. Alors, ainsi, hein, on a organisé cette foire du financement de l'agriculture. Et j'avoue que l'objectif principal, c'était de pouvoir casser la barrière entre les organisations paysannes, tout ce qui est producteur, les organisations qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture, de casser cette barrière avec les banques classiques. Parce que nous avons constaté que vraiment il y avait un écart et il fallait casser cet écart. Notre objectif, ce n'était pas de trouver la solution au financement, mais c'était quand même de créer un cadre de concertation entre bailleurs de fonds, n'est-ce pas, et tous ceux qui sont dans le domaine agricole et qui ont besoin de financement aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a environ 100 de milliards qui sont investis dans l'agriculture au Mali, mais les besoins s'élèvent à plusieurs centaines de milliards. Alors, nous avons organisé, ça s'est très bien passé. Je remercie au passage tous ceux qui nous ont appuyés et les résultats sont là. Aujourd'hui, lors du salon du financement de l'agriculture, nous avons organisé 3 activités principales. La première, c'était les expositions, n'est-ce pas? Et nous avons permis aux banques, aux autres bailleurs des fonds de s'exprimer, n'est-ce pas, de présenter leurs produits. Et nous avons permis aussi aux organisations qui sont dans l'agriculture, tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture, de eux aussi présenter des produits, de rencontrer, n'est-ce pas, et les bailleurs de fonds.
Ensuite, la deuxième activité, c'était des séances B2B, où nous avons pu recueillir 150 plans d'affaires, n'est-ce pas? Ces porteurs de plans d'affaires œuvraient tous dans le domaine de l'agriculture, qui ont pu rencontrer, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds. Alors ça a été vraiment enrichissant. Et ensuite, la dernière activité, c'était vraiment scientifique, des discussions thématiques. Ils se sont très bien déroulées. Alors aujourd'hui, en termes de résultats, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins un tiers des plans d'affaires, n'est-ce pas, qui ont eu l'assentiment des bailleurs. Un tiers. Les autres, nous continuons à travailler parce que lors de ces rencontres-là, il y a des difficultés qui sont ressorties. Et nous sommes en train de travailler sur ces difficultés-là. D'ailleurs, nous avons commencé à mettre en œuvre certaines recommandations. Alors, je dois dire que fondamentalement, nous avons atteint nos objectifs parce que, comme je disais au départ, notre objectif, ce n'était pas de trouver tout de suite des solutions au financement, mais créer ce cadre-là. Et je pense que nous sommes parvenus. Très bien. Alors, AgriHub existe depuis combien de temps? Alors, AgriHub Mali, c'est depuis 2011, n'est-ce pas, que nous existons. Voilà, et nous avons, comme je vous ai dit, mené plusieurs activités, n'est-ce pas. Il y a certains qui sont là d'AgriHub, membres, dirigeants, qui peuvent peut-être, quand ils prendront la parole, ils pourront donner beaucoup plus d'informations. Ok. Vous avez tantôt parlé de 150 plans d'affaires qui ont été présentés pendant le salon? Exactement. C'est déjà bien qu'un tiers des plans d'affaires soient acceptables par ces bailleurs-là. Mais mieux, comme je disais, ce qui est important pour nous, c'était de les mettre en contact et de ressortir les difficultés lors de ce contact. Okay. Quelles ont été fondamentalement les difficultés signalées par-ci par-là? Alors, lors des rencontres B2B, par exemple, lorsqu'ils ont présenté les plans d'affaires, quelques difficultés, c'est surtout la forme et le fond, n'est-ce pas, des demandes présentées. Les banques, les autres bailleurs se sont beaucoup prononcés. Ils ont trouvé que souvent, les plans d'affaires n'étaient pas bien conçus, n'est-ce pas? Ces plans d'affaires-là, dans le fond, ne permettaient pas aux banquiers tout de suite de prendre une décision. Mais c'est des paysans, comment ils peuvent savoir comment faire un plan d'affaires? Est-ce qu'ils savent ça? Disons qu'il y a plusieurs projets, hein. Il y a plusieurs projets qui soutiennent ces paysans-là. Hein. Je pense qu'il y a des gens mieux placés que moi qui vont intervenir, qui pourront dire tout ce qu'ils font dans le domaine de l'agriculture pour appuyer ces organisations. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que suite à ces discussions, on a essayé de trouver des solutions tout de suite. Votre objectif, c'était de casser, cette barrière-là. Oui, voilà. C'est les banques qui disent que, bon, parfois les plans d'affaires ne sont pas, c'est pas bien conçu. C'est pas bien conçu dans la forme. Est-ce que c'est des paysans, M. Koulibaly? Est-ce qu'ils sont capables d'arriver à ce niveau de réflexion pour présenter un plan d'affaires comme vous le souhaitez? Nous avons eu l'opportunité de présenter un nouveau programme de financement, de modernisation de l'agriculture. Et surtout, ce nouveau programme que nous avons présenté, nous avons vraiment eu des retombées immédiates. Pour les banques ou pour les agriculteurs? C'est la même chose. Que les banques, quand je parle de retombées immédiates, c'est-à-dire on a eu des paysans qui ont été financés. Donc ça veut dire que c'est... Par exemple, vous avez des cas concrets? Oui, on a des gros producteurs qui sont entrés dans la modernisation de l'agriculture. Des gros producteurs. Est-ce que vous pouvez nommer certains, par exemple, comme telle entreprise, comme AgriHub, par exemple, qui a bénéficié d'un financement? Est-ce que vous avez des cas pratiques comme ça? Bon, pour des questions de confidentialité, je vais taire le nom des clients quand même. Mais je sais quand même que nous avons des statistiques. Est-ce que vous, même hors micro, est-ce que vous avez des clients, ces clients-là qui existent? Ah oui, ces clients existent. Je te donne un seul exemple. Entre Sikasso, Kuchala et Bougouni, nous avons pu financer pendant la période indiquée plus de 26 gros producteurs qui ont appris l'information à travers la présentation que nous avons faite lors de AgriFin. Et lors de chacun d'entre eux, l'essentiel, quand ils regardent le potentiel, le montant financier dépasse les 300 millions. Les 300 millions sur combien? Les prévisions? Non, ça c'est différent de ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire les plans d'affaires qui nous ont été soumis. Généralement, l'essentiel de ces plans d'affaires, c'était de la transformation des produits agricoles. Est-ce que vous reprochez, parce qu'il a dit tout à l'heure que les banques souvent sont réticentes parce que
tel ou tel plan d'affaires n'a pas été... Ça ne répond pas aux critères. Qu'est-ce que vous reprochez généralement à ces plans d'affaires? Bon, généralement, les plans d'affaires, je parle concrètement, les plans d'affaires qui nous ont été présentés à Sikasso, quand on a rapproché les promoteurs et qu'on a discuté avec eux sur la base des documents qu'ils nous ont présentés, souvent, tu poses des questions, sur la base des documents qui sont présentés, ils n'arrivent pas à te répondre. Et c'est vrai. Ça, c'est un. De deux, la plupart, parce que nous avons eu à traiter à peu près une trentaine de dossiers. La plupart des dossiers, les clients nous ont exprimé des difficultés de marché. C'est-à-dire, c'était des transformatrices qui arrivent à transformer leurs produits, mais qui ont des difficultés d'époulement. Très bien. Monsieur Bakary, il vient de le dire, vous n'arrivez pas à répondre aux critères par rapport à la fabrication de plans d'affaires. Vous partagez son point de vue? Moi, je ne partage pas totalement son point de vue, parce que d'abord, je remercie tous ceux qui ont contribué à organiser cette rencontre. Mais les plans d'affaires, vous savez, les plans d'affaires ont été élaborés, ils ont été accompagnés pour élaborer les plans d'affaires, mais de façon participative, et ce sont des gens qui ont demandé à avoir des plans d'affaires suite à un long processus, un long débat, pour pouvoir accéder à des financements. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas expliquer leur plan d'affaires. Ça, moi, je crois que je mets en doute par rapport à ça. Et je sais, par rapport au financement, le problème essentiel pour rendre une agriculture compétitive, il faut un financement adapté. Parce que l'agriculture est différente des autres activités. Le financement adapté, c'est-à-dire que c'est un financement à un taux acceptable. Que l'agriculture peut produire, il puisse produire, vendre et réaliser un bénéfice. Maintenant, avec des taux d'intérêt, le problème, c'est le taux d'intérêt qui se pose aux agriculteurs en demandant un financement. Ce n'est pas forcément peut-être le plan d'affaires, la qualité, parce que d'abord ça, il faut un certain niveau pour élaborer, mettre en forme surtout les idées que les producteurs avancent, les transformateurs, les transformatrices, tous ceux qui peuvent avancer. Mais le problème, c'est généralement au taux de crédit et ensuite à l'accompagnement. La modernisation de l'exploitation est faite. Ça, c'est des questions qu'on a besoin de suivi. Malheureusement, les banques sont réticentes à ces aspects. Attendez d'abord. Je pense que le problème n'est pas forcément ça. Par exemple, maintenant, nous, à l'AOPP, on a une convention avec ça. On produit aussi du niébé partout. Il n'y a aucun problème de remboursement. Mais le taux est acceptable et négocié sur ces trucs-là. Mais malheureusement, les autres institutions de financement n'acceptent pas. Les plans d'affaires que je connais, je connais certains plans d'affaires. D'abord, il y a un financement, c'est vraiment insignifiant, il ne peut pas s'en sortir. Celui qui a reçu ne peut pas. L'autre, il y a un autre même, cette fois-ci, c'est une dame qui a en fait renoncé après parce qu'on lui a demandé le titre de la maison de son mari. C'est qu'elle ne peut pas produire, donner. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles donc, il y a des conditions. C'est très clair. Quand les institutions de financement veulent accompagner l'agriculture pour aller vers la modernisation de notre système de production, il faut quand même accepter le risque à un moment donné de l'évolution de notre agriculture. Ça me paraît... Bon. Oui, vas-y. Je voulais aborder le problème du taux d'intérêt. Il faut que ça soit expliqué pour que ça soit compris par tout le monde. Il faut comprendre le taux d'intérêt que nous appliquons, sa composition. Ce taux d'intérêt est composé de 4 éléments. Le premier élément, ça c'est le coût des ressources. L'argent qui sert les ressources que nous avons, ces ressources qui servent à financer, ça a un coût. Le coût minimum aujourd'hui est de 3,5%. Après maintenant, le coût de ressources, le second élément, ça c'est le coût d'intermédiation. Maintenant, en plus du coût d'intermédiation, le troisième élément, ça c'est le coût du risque. Plus le risque est élevé. Non, attendez, je finis. Est-ce que tout ce que vous dites, par exemple, ce n'est pas trop technique pour les paysans? Puisque vous êtes là pour financer ces paysans, est-ce qu'ils peuvent comprendre ces éléments-là? Ils peuvent comprendre. Nous avons été créés pour financer l'agriculture et notre clientèle traditionnelle sont les paysans et nous les formons même pour pouvoir calculer même une échéance. Mais on a l'impression que ça n'avance pas avec eux. Non, ça avance. Comme vous êtes en ville ici, vous ne comprenez pas. Et retournez dans les villages pour savoir comment ça se passe. Une fois que vous retournez dans les villages pour savoir comment ça se passe. Non, ce que moi je parle, c'est du concret. Ce que je vous parle, c'est du concret.
Est-ce que vous voyez? Donc, en plus maintenant du coût du risque, plus le risque est élevé, plus la part du coût du risque est élevée dans le taux, plus la marge des apporteurs d'affaires. Parce que ceux qui apportent leur argent dans la banque, ils veulent avoir un retour. C'est ça. Donc voilà ces 4 éléments qui forment le taux. Ils savent ça, les paysans? Les paysans, ils savent. Vous savez? Quoi, Tout ce qu'il est en train de dire. Tout ce qu'il est en train de dire. Bon, chacun a sa façon d'être. Lui, il est banquier. Moi, je ne suis pas banquier. Moi, j'aime nos coopératives. Là, je sais ce qui se passe. Bon, s'il accepte, s'il pense à tout ça, moi, or, tous les problèmes d'impayés, de crédits, des trucs impayés qui font que les banques ne veulent pas donner du crédit. Ça veut dire quoi? Si les gens sont au courant. Et j'ai suffisamment d'informations par rapport à ces questions-là. Donc, je préfère regarder. On va revenir un peu sur voilà. ces questions-là. On est vite rentré. Professeur Niang, vous avez participé au FINAGUI et à Sikasso. Vous partagez le point de vue des banquiers, des paysans et Eco-Crédit? Non, mais d'abord, je félicite l'équipe. Hein. C'est une équipe très dynamique qui nous a offert une opportunité de dire certaines vérités au niveau de Sikasso. Et je pense que si nous continuons sur cette tendance, on aura des résultats. En fait, le banquier, il a raison de mettre à plat ce qui compose leur taux d'intérêt. Bon, il n'a pas parlé de 11%, mais il est possible de négocier de 11% à 8% que vous avez à la BMS. Mais pourvu que les sources de risques soient connues et acceptées et maîtrisées. Moi, je suis dans l'agriculture entrepreneuriale. Depuis 5 ans, nous avons investi plus de 500 millions à Samanco sur 4 hectares. Et on fait de l'agropastoralisme. Tout ce qui est sur la table peut venir éventuellement de là-bas. Mais il y a un problème réel. Nous avons maîtrisé le coût de production en allant en Israël pour amener des technologies. Mais le coût de distribuer nous revient. Parce que, simplement, cette partie-là n'est pas organisée. Le risque de la commercialisation nous revient. Nous, on vendait des choux de 2 kg, 3 kg à 150 francs, 200 francs. Mais on ne couvre pas nos coûts de production avec ça. Parce que simplement, celle qui est assise devant la fourmi, quand on arrive, ils nous dit, moi, je le prends à 200 francs, 300 francs. Elle va le vendre probablement à 500 francs ou à 1000 francs. Mais il nous explique, la même chose que la banque vient de dire, que si ce n'est pas acheté, je perds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison directe entre quand un produit commence à ne plus être acceptable sur la table de la marchande, qu'on puisse passer ça à la transformation. Donc, le problème pour nous, producteurs, nous avons des problèmes énormes parce que simplement, la chaîne n'est pas organisée. Aujourd'hui, c'est eux qui nous ont appelés. En fait, c'est la BNDA qui nous a appelés pour venir les voir. Et on est venu avec ICO. Ils nous disent, vous faites des mouvements, est-ce que vous n'avez pas besoin de produits? J'ai dit, on a peur de vous. J'ai dit, pour le moment, nous étions en développement recherche. Pourquoi vous avez peur d'eux? Non, on est en développement recherche. Nous voulons nous assurer que la différence entre 8% et 11% là, que nous puissions briser très facilement. Ils vont venir visiter la ferme la semaine prochaine. Je suis persuadé que les risques de production, ils vont voir. Nous avons des camionnettes là-dessus. Nous sommes en train de leur dire de financer la première boutique agricole familiale africaine. Et si elle est financée, en ce moment, tout ce qui est risque lié au niveau de la commercialisation va être maîtrisé. Nous avons des poulets aujourd'hui prêts à sortir, mais nous ne pouvons pas les faire sortir parce que simplement, il n'y a pas le froid et nous ne maîtrisons pas la commercialisation. Donc, ils nous prennent à 1400 francs, alors que vous qui êtes des consommateurs, vous n'avez jamais votre poulet à moins de 2000 francs. Comment vous pouvez comprendre des fois que le panier de tomates fait 60 000 francs et au bout de quelques mois, ça tombe à 16 000 francs, à 8 000 francs? Ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Donc, nous pensons, pour réellement que ça marche, l'exemple de la femme et tout, il nous faut aller sur des grandes entreprises, une co-entreprise, mais si on le fait sur des 4 hectares, parce que nous restons... Vous voulez dire quoi sur les grandes entreprises? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais une multinationale. Demain, il faut que... Un regroupement? Non, c'est des actionnaires.
nous avons un plan de faire un incubateur où on va former les gens. Parce que le facteur de risque le plus important, c'est l'homme. Il te vole le temps. Le temps. Au moment de désherber, au moment de planter, au moment de machiner, il te le vole. Il ne le fait pas comme ça se doit. Il te vole la semence. Le produit est là, il te le vole. À la vente, il te le vole. On dit que toi, tu as eu de l'argent autrement, donc on te vole. Si toi, tu as pris de l'argent à la banque et que tu n'as pas volé, et toi, on te vole, mais vous comprenez que après, on tombe tous. Donc, nous voulons d'abord incuber les gens, les former, mais qu'ils soient en même temps sur des emplois durables, mais en même temps aussi actionnaires, et certainement avoir une maison aussi. Parce que sur chaque ferme de 4 hectares, nous pensons avoir 12 qui sont sur des emplois durables avec actionnariat possible pour la branche des dividendes et pour la grande société qui peut avoir des branches en Angola ou ailleurs où ils auront des plus-values. Ici, vous parlez, par exemple, des grands agriculteurs, parlons comme ça. Non, on parle des gens qui ne sont pas allés à l'école. On parle des gens, tout ce qu'on doit faire, on mutualise nos connaissances. On est ensemble. Parce que quand tu veux faire une entreprise, tu as des ingénieurs, tu as des gestionnaires, mais tu as des ouvriers qualifiés et qui n'ont pas été à l'école, mais c'est l'apprentissage par l'action. Donc nous n'excluons personne là-dessus. Mais si tu as un PhD et que tu dis que tu ne peux pas prendre là-bas, toi tu es exclu. Oui, parce que tu ne peux pas être gestionnaire de quelque chose que tu n'as pas pratiqué. Donc nous sommes en train de révolutionner, parce que l'Afrique est attendue pour être la région de croissance économique globale. L'Afrique est attendue pour nourrir le reste du monde. Et nous allons les nourrir maintenant avec l'agriculture de précision, l'agriculture protégée et la fertilisation intelligente. Parce que l'Inde est allée dans la révolution, mais malheureusement, ils ont perdu leur sol aujourd'hui. Vous avez dit l'Afrique va nourrir le reste du monde avec l'agriculture de précision. Qu'est-ce que ça veut dire? L'agriculture de précision, vous allez utiliser l'eau comme il faut. Si j'ai besoin de 2 litres d'eau pour mettre sur ma planche d'oignon, c'est 2 litres. C'est programmé. Quand vous viendrez à la ferme, vous verrez, on a le système de programmation et tout. Donc, c'est précis. L'engrais, si c'est temps, l'engrais va sur la plante. Il n'est pas distribué comme ma grand-mère le faisait, prendre la calebasse, il jette l'eau partout, ou bien il jette le fumier partout. Non, ça va exactement au niveau de la plante. Donc, la fertilisation intelligente, l'agriculture est précise, et ce n'est que dans ça que nous pouvons nous en sortir demain. Ça veut dire qu'il faut former tout ce monde rural par rapport à... Oui, mais c'est facile. 6 mois, ils sont employables comme chef d'entreprise. 1 an, on leur donne des certificats d'employabilité. Et puis, au bout d'1 an plus 1, on leur donne des directeurs d'opération et puis des gestionnaires. Le plan est bon, mais simplement, il faut que de l'autre côté, le gouvernement soit réceptif à... Il est à côté de moi. Hein, et qu'il soit réceptif, qu'il ne soit pas en train de dire que c'est eux qui vont faire. C'est la communauté des affaires qui doit faire les choses. Et qu'ils ont un rôle de stimulation, un rôle de protection, et non pas un rôle de dire « Et qu'est-ce que ces gens-là font là-bas ?» Mais les Nyang là, ils veulent prendre notre place, mais on était avant eux là-bas d'abord, parce qu'on est à la retraite maintenant, donc on était avant eux là-bas. Donc on leur dit « Préparez votre sortie, mais laissez de l'espace à la communauté des affaires de faire des affaires. » Très bien. Et que vous, c'est vraiment la facilitation. Très bien. Chez Sangaré, oui. On a l'impression que vous êtes interpellé en tant que gouvernement. Bon, avant l'interpellation, j'ai participé, disons que j'étais parmi les organisateurs du salon. Parce que quand ils ont approché la Direction nationale de l'agriculture, nous avons dit vraiment ça c'est une bonne chose. Nous sommes prêts à vous accompagner. Et d'ailleurs, nous avons intervenu pour parler un peu de la position du gouvernement par rapport au financement de l'agriculture. Quelle est votre position? D'abord, ce que je voudrais vous dire, en 2006, nous avons adopté une loi vraiment qui balise tous les contours de l'agriculture. C'est-à-dire l'entreprise familiale, l'agriculture familiale et l'exploitation familiale et l'entreprise familiale. Et avec cette loi, l'État a dit qu'il faut créer un fonds de souveraineté. Il ne faudrait pas qu'on reste à la merci des banques ou les partenaires ou autre chose. C'est ce fonds qu'on a appelé le Fonds national de développement de l'agriculture. Ça a été créé? Le fonds est créé et le fonds est alimenté. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent là-dedans. Vous donnez ça aux agriculteurs? On va donner ça aux agriculteurs. C'est pas fait d'abord? Non, on est en train de... Le ministre a donné des instructions fermes parce qu'il voudrait que... Depuis quelle année?
C'est créé en 2006 pour 2006, des problèmes. Mais à l'heure actuelle, je vous dis que la semaine prochaine, nous serons à Koulikoro. Depuis 2006 jusqu'à oui, maintenant. Bon, ça c'est un peu compliqué. L'argent qui était dedans, c'est pas non, l'argent est là, je vous dis, depuis le fonds 2006, démarre. Depuis 2006 jusqu'à maintenant, vous gardez l'argent. Il y a eu trop de positionnement, les événements, il y a eu trop de problèmes. Quand on démarre un programme, c'est que je voudrais... Oui. De 2006, M. Sangaré, jusqu'en 2011. Non, pas 2006, hein. La loi d'orientation a été votée en 2006. Quand on crée... Le fonds est alimenté depuis 2006. Non, pas depuis 2006. Quand le fonds est alimenté... Ça a été créé depuis 2006. La loi a créé le fonds. Ensuite, il y a un décret. Après le décret, il faut l'arrêté interministériel. Ça, ce n'est pas des questions de jours. Mais entre-temps, on aura faim, non? Ben, ce qui est sûr, ce n'est pas le seul financement. Il vous a dit que la BNDA a été créée pour financer l'agriculture. La BNDA aussi pose des problèmes. Oui, la BNDA pose des problèmes parce que jusqu'ici, notre agriculture, il faut comprendre que... La BNDA pose des problèmes, le gouvernement pose mais des problèmes. Ce que la BNDA a donné Monsieur au niveau de l'agriculture, si vous dit tout de suite, vous allez tomber. Et le crédit de la BNDA qui est sur le terrain, s'il vous dit, vous allez tomber. Je ne vais pas tomber parce qu'ils sont là pour ça. Oui, ils sont là pour ça, mais il faut doser les choses. Voilà, ils sont là pour ça. Oui. Vous aussi. Non, revenons un peu au fond. Oui, le fonds a été créé en 2006. Non, pas le fonds en 2006. J'ai dit, les textes, on a fini avec les textes en 2010. Ça a été opérationnel L'opérationnalisation du fonds a commencé parce que la semaine prochaine, nous serons à Koulikoro pour informer les acteurs pour monter les projets. Et nous avons dans notre programme, comme on vous a dit, hein, l'État a alloué 15% du budget national pour le financement uniquement de l'agriculture. C'est des discours ou c'est réel? C'est des réalités que je suis en train de vous parler. Depuis 2006 jusqu'à maintenant, vous oui, êtes sur les textes encore. Mais entre-temps, est-ce que l'agriculteur peut attendre? Non. L'agriculteur a d'autres financements. L'État a plusieurs programmes. Il y a le PAPAM, il y a le PASAOP, le PNVA. Tout ça, ça a financé l'agriculture. Mais c'est les mêmes principes qui sont là? Non, ce n'est pas les mêmes principes. Cette fois-ci, nous avons changé d'homme. Nous avons créé 3 guichets, un guichet de développement avec l'agriculture grand A. Et tous les Maliens, même vous, si vous êtes intéressés, vous montez un projet et ce projet, on va le suivre de près. Ensuite, il y a un fonds de garantie, un guichet fonds de garantie et il se plaint tout de suite des intérêts. L'État a dit, essayons de mettre de l'argent dans un fonds de garantie pour permettre l'investissement. Mais quand vous prenez leur taux d'intérêt, c'est les moins chers parmi les banques. Hein. Ah, vous défendez... Oui, c'est les moins chers. Alors que... Vous êtes d'accord? Oui, ça je suis d'accord. C'est les moins chers par rapport aux microfinances. Non, attends, je vais répondre. Voilà. Oui, les microfinances qui vont jusqu'à 20%. Hein. Oui, non, je voudrais dire, c'est que... il veut réagir rapidement. Oui. Oui, par rapport au Fonds national d'appui à l'agriculture, il y a 3 guichets, dont 2 sont, on peut dire, opérationnels depuis un certain temps, parce qu'il y a même un comité de pilotage dont l'AOPP participe par rapport à la gestion du Fonds national d'appui à l'agriculture. Il y a le Fonds de développement agricole qui permet de financer les subventions d'intrants et autres là. Tout le monde sait que ça, c'est opérationnel. Il y a aussi le Fonds de calamité et de risques, tu vois, qui est là, où on a vu, pendant que, il y a eu en janvier un problème sur la pomme de terre, la pluie, quand il a plu, la pomme de terre, et l'État a débloqué des sous pour indemniser ceux qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas eu des trucs. Donc, ça, c'est des choses qui sont là. Et le fonds de garantie n'a pas été mobilisé. Ça, le fonds de garantie n'est pas mobilisé. Donc, c'est que donc, nous, les organisations paysannes, on est obligés de mobiliser des ressources. Hein? C'est là-bas, ça existe, le fonds. Le fonds de garantie. Bon, ça, je ne sais pas cette situation parce qu'on se demande si ça a été mobilisé. Parce que le fonds national, ce qui a été mobilisé, alors, il y a le comité de pilotage qui s'est réuni où les différentes décisions qu'on a prises ou qui ont rendu opérationnelles, ça je peux le dire. Mais par rapport au fonds de garantie, ça je ne sais pas, parce que je ne vois pas un crédit ou bien un truc d'une organisation paysanne ou autre là qui ont bénéficié de ce fonds-là. Pour l'instant, ça je ne suis pas au courant. Je voulais rectifier. Bon, maintenant, attends. Oui, le fonds de développement... Laisse-le finir son... Oui. Diarra, vas-y. Bon, par rapport à... Il a parlé aussi d'une agriculture intelligente. Peut-être que ça va venir, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et nous, on pense que ça peut prendre plus de temps parce que là, le risque est que nous sommes... Pour amener vers ça, là, il faut un accompagnement parce que l'État
a abandonné dans les questions de conseil agricole. C'est quoi une agriculture intelligente? Bon, Il parle par rapport il a parlé de ça. Non, si vous passez par l'État, ça va prendre des années. Non. Mais avec nous, en 6 mois, on peut vous rendre employable. Non, de toutes les façons, Okay. ce que moi je veux dire, Okay. notre agriculture, pour aller, a besoin d'un accompagnement encore beaucoup plus important compte tenu du nombre d'agriculteurs d'abord, où l'agriculture familiale nourrit combien de personnes? L'agriculture familiale a combien de personnes en termes de ressources de jeunes qu'on peut employer? L'agriculture familiale nourrit combien de pourcents de nos populations? Et si on doit changer vers une agriculture industrielle, telle que je comprends, une agriculture industrielle, combien de personnes pourront le faire? Avec quels moyens? Tu vois, avec les trucs là, donc se posent d'énormes questions sur lesquelles je ne suis pas pessimiste, mais je crois qu'il y a lieu encore de revoir. Ça, que c'est vous à essayez un de niveau voir. encore plus élevé. C'est ça. Parce que les politiques aujourd'hui qu'on a à travers la loi d'orientation ne sont pas compte. Je voulais rectifier ce que l'AOPP n'a pas tellement compris. Le Fonds national de développement agriculture, pour le mois, 5 francs n'est pas décaissé. On est en train de mettre les structures en place. L'argent est aujourd'hui, je vous dis, le ministère des Finances a autorisé le financement de ça. Nous sommes en train d'en pourparler. Maintenant, les différents fonds dont il a parlé, c'est que l'agriculture, le ministère du développement rural, dès qu'il y a des calamités quelque part là, on cherche le financement. Il a parlé de la pomme de terre. Quand la direction régionale de l'agriculture de Sikasso nous a informé pour dire que en tout cas, les producteurs ont perdu les semences, nous avons adressé une lettre et les finances ont réagi, des fonds ont été dégagés. Depuis l'initiative RI jusqu'à maintenant, on déploie des millions pour la subvention des engrais. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec la loi d'orientation agricole, nous sommes sur une nouvelle phase de financement. Ça, c'est le Fonds national d'appui à l'agriculture. Oui. Et pour le moment, je vous dis, nous allons être dans toutes les régions pour expliquer où il y a des comités. Et c'est là où nous avons besoin vraiment du concours, parce qu'ils ont participé au moment où on faisait la loi d'orientation agricole, c'est les SONOP, l'AOPP, c'est les acteurs. C'est sur leur instruction que le fonds a été créé. Donc, le fonds, le comité de pilotage, ils sont membres entiers, et les femmes et les jeunes, où on a même dit qu'il faut réserver 15% de ces fonds pour ça. Mais je vous dis, ça existe. De façon opérationnelle. Je peux vous dire qu'en 2015, vous allez, les premiers projets, peut-être, Inch'Allah, on va vous inviter à visiter. Mais on était à Ségou il y a quelques mois avec les jeunes qui ont dit nos projets dorment dans les tiroirs, on ne fait plus de projets. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Auparavant, c'est l'État qui prenait en charge, qui faisait les projets. Maintenant, à l'heure actuelle, comme Yang l'a dit, hein, même eux, là, quand ils vont organiser les producteurs quelque part, ils peuvent soumettre le financement à ce fonds. C'est pour garantir, parce qu'on a dit que l'agriculture ne peut pas aller sans investissement. Et quand l'intérêt est trop élevé, on ne peut le pas. Si on amène les intérêts à 3 à 5%, et l'État garantit ça, il y a des problèmes. Maintenant, la seule chose que je voudrais dire aussi, la difficulté pour nos producteurs, c'est quoi? C'est que la banque demande garantie, les paysans, ils n'ont pas de garantie. La banque demande... C'est ça la question fondamentale. Comment ils vont faire pour avoir accès à ce financement? C'est ce que j'ai dit. Le fonds est actuellement... Oui, ok. On va revenir à vous, M. Sangaré. Oui. Parce que, M. Camara, c'est aussi une structure de financement. Hein. C'est comme si on vous mettait dans le même bateau avec M. Sangaré. Voilà. Ok, merci beaucoup. Hein. Moi, je vais recentrer un peu les choses. Hein. Je pense que je commencerai par féliciter les organisateurs de cette activité qui a été réalisée à Sikasso avec la Finagri. C'était une bonne opportunité et c'est un plus par rapport au travail de titan qui est en train d'être mené pour financer l'agriculture. Moi, je vais vous le dire. Ce travail de titan, c'est un travail collectif. Je vais vous le dire. En 2012, nous avons fait un financement global de 62 milliards pour l'économie nationale. Et sur ces 62 milliards, à peu près 60%,
61 milliards, mais à peu près 60%, soit plus de 36 milliards sont allés dans le financement du monde rural. Est-ce qu'ils ont réellement reçu? Mais bien sûr, Vous avez des ça a été éléments... octroyé, je vous dis, ça a été octroyé et remboursé à un taux excellent. Vous avez des Je vous dis, le débat sur le taux, il faut qu'on pose la balle par terre. Pourquoi? Il y a des contraintes majeures. Et l'État doit lever ces contraintes majeures. Et l'État ne doit pas se substituer aux structures de financement. Je le dis en haute et intelligible voix. Non, je finis juste mon idée. C'est quoi? L'État doit faire de telle sorte qu'une sorte de levier pour équilibrer les balances. Aujourd'hui, quand vous voulez lever des ressources financières sur le marché financier national et international, les ressources coûtent cher. L'épargne locale est faible. Ça veut dire que ceux qui viennent déposer leur argent dans les banques, normalement, on doit prendre une partie de cet argent pour faire des prêts. L'épargne est faible, ça ne peut pas servir à faire un financement consistant. Donc, il faut aller chercher des ressources additionnelles. Et ces ressources, en moyenne, coûtent entre 8 et 9% aujourd'hui sur le marché financier international. C'est moi qui vous l'ai dit. Et c'est vérifiable. Je viens juste de signer un contrat aujourd'hui avant de venir dans ce débat. Je suis en taux effectif global à 8,5. Ça veut dire quoi? Ça, c'est mon taux. Ça veut dire que quand tu ajoutes tous les frais que je dois payer à ses partenaires, plus le taux minimal qu'ils me donnent, quand tu ajoutes le tout, tu calcules, nous sommes tous des financiers. On calcule finalement le prêt qu'ils me donnent me revient à 8,5. Ça veut dire que moi, je dois ajouter mes frais, ma marge pour pouvoir le prêter aux producteurs. Naturellement, ça va revenir cher. Et l'État doit venir en garantie, donner des ressources moins chères aux institutions de financement dont c'est le métier, pour qu'ils les rétrocèdent à nos producteurs à des taux raisonnables qui permettent de produire et de s'en sortir et de se développer. Moi, je pense que le nez du problème réside à ce niveau. Si on dépasse ça, on risque de faire l'erreur. Ça, c'est vraiment le travail de l'État, un travail de nivellement pour que les taux de sortie des institutions financières puissent être à un niveau raisonnable. Et l'exemple, je le dis, dans ces pays, il faut qu'on tire les leçons du passé. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec une structure de l'État qui a commencé à octroyer des prêts. Le taux de remboursement tourne entre 5 et 10%. Je ne dirais pas de non. Ça ne va pas se rembourser parce que ce n'est pas leur métier. Quand ils sont rentrés en partenariat avec nous, le taux est à 98%. Le taux de remboursement? Ah, bien sûr. Parce que nous, c'est notre boulot. Ouais. C'est notre affaire, c'est notre métier et on a étudié pour cela. Mais maintenant, le rôle de l'État, c'est un rôle de facilitation, de nivellement, pour que le taux de sortie des ressources en direction des opérateurs économiques, surtout de l'agriculture, soit à un niveau raisonnable. Je suis très content qu'il y ait des guichets, des fonds qui vont être mis en place. Échangeons pour que ces fonds ne sortent pas et ne reviennent plus. Je le dis. C'est très très important. M. Camara a été pris. Je viens de dire que nous avons un guichet fonds de garantie et de bonification. Je le dis, hein, on sera en pratique en 2015, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et l'argent y est, je suis convaincu. Mais ce que je voudrais dire, au niveau des microfinances, leur taux est plus élevé. Ils ont adopté une nouvelle méthode, il t'a dit que ça a fait des résultats. Cette méthode nouvelle ne parle plus de caution solidaire, ne parle plus de garantie. Tu as ta superficie de 10 hectares. Avec ces 10 hectares, ils peuvent t'accorder un crédit sans que tu ne tournes demander là-bas garantie ou aucune intervention. On est en train d'aller vers ça. Mais il faut reconnaître aussi quel type de producteurs nous avons face à nous. Quel type de producteur? Il faut demander à l'AOPP. Les gens, souvent, les crédits non payés, là aussi, posent des problèmes. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais chaque fois que l'État monte un projet, vous allez voir que les partenaires même exigent que l'État laisse une enveloppe comme fonds de garantie au niveau de la banque pour que s'il y a des problèmes, les risques soient partagés 50%. On a les soucis, hein? On veut embarquer, on veut aller, mais ce n'est pas aussi facile comme les gens. C'est une grosse erreur que le ministère est en train de commettre.
D'abord, la réalité économique veut qu'on partage, on n'est pas un seul partenaire. Vraiment, il y a lieu de corriger cette erreur. Si la DENA veut travailler avec un seul interlocuteur, c'est une grosse erreur et les besoins sont tellement immenses dans ce pays. Moi, je reviens à la Finagri pour dire que nous avons, à l'issue des discussions, nous avons opté pour certains plans d'affaires. Nous sommes aujourd'hui à un taux de réalisation de 50% de financement sur ces plans d'affaires, surtout sur la filière carité, etc., qui est une activité majeure dans le monde rural. Et certaines coopératives de production que nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui dans leur campagne de production et de commercialisation. Donc je demande un peu qu'on redresse les choses. L'État ne doit pas se diriger vers une seule structure. Tous les opérateurs économiques, il faut corriger le tir. Tu ne comprends pas ce qui Je se passe comprends très bien. C'est ça, notre problème c'est quoi? Mais c'est que c'est le pas la Mali jeunesse de la avait structure qui explique Non, le je lien voudrais que tu comprennes. coopératif. Ça y est, le Mali a opté de créer une banque pour assouplir ses intérêts. À l'heure actuelle, quand un projet vient, tu es libre d'aller là où tu veux. Un paysan de Gao ne peut pas venir pour aller chez lui dans sa Mais je vous microfinance. dis que vous n'êtes pas en train de bien Voilà, comprendre donc la meilleure ce qui est sûr, couverture. nous on n'a pas de choix. Diakité. Là où en tout cas les banques sont proches de nos producteurs, je vais juste- nous mettons notre projet là-bas et Je on vais- négocie si nous tombons d'accord sur les Sans intérêts. polémiquer, je vais juste corriger cette erreur. C'est une erreur que mon collègue Sangaré est en train de commettre. S'il y a une structure mieux proche de la base aujourd'hui, c'est les institutions de microfinance. Je n'ai rien contre nos collègues de banque, c'est nos partenaires naturels. Mais les institutions de microfinance sont les plus à la base, les plus décentralisées. Nous intervenons jusqu'à Ansongo, mon frère. Moi, j'étais en seconde. Et à Kidal. Comment se fait-il que... Oui, Nyang. Il a parlé de 8% que lui Comment paye. se fait-il que Camara- L'autre dit qu'on reçoit à 8%. Vous voyez? Camara, Oui. vous avez dit que vous avez eu un partenariat avec le gouvernement et que le taux de remboursement était de l'ordre de 8%, 10%, alors que vous étiez peut-être à 98% avant. Pourquoi vous voulez... Vous n'avez pas bien compris. J'ai dit, quand l'État Le taux de recouvrement, oui. s'est mis à se transformer en guichet de financement, à travers ce projet, non, j'ai dit, à travers ce projet, Oui. le taux était catastrophique. Vous voulez vous associer à des gens qui Non, sont catastrophiques? vous ne m'avez pas compris. Non, mais laissez-moi terminer. J'ai juste dit non. Je vais donner cette précision. Hein. J'ai dit, ils ont tiré les leçons, ils nous ont rapprochés Ah, pour ouais, dire d'accord, ok. est-ce qu'on peut aller en partenariat. C'est bon. On est allé en partenariat, on a expérimenté, on a remonté le taux à 98%. Ah bon, mais très bien alors. Vous ne m'avez pas compris. Hein. Ok. C'est ce que je voulais dire. Il y a certainement des gens dans la salle qui veulent intervenir. Hein? Voilà, c'est ça. Oui. Pour pouvoir couvrir l'ensemble du segment du monde rural, nous sommes partis à 3 étapes. La première étape, c'est le financement des associations et des coopératives. Nous continuons à les financer. Et, et je peux vous donner des chiffres. Rien qu'en 2013, uniquement que les associations, nous avons financé pour leurs équipements, les premiers équipements, les bœufs, les charrues et les trucs, nous sommes à plus de 5 milliards 300. Et en 2014, nous avons déjà franchi la barre des 6 milliards. Ça, c'est uniquement les associations. Et après les associations, la seconde, c'est les gros producteurs qui ne se reconnaissent plus dans les associations. Mais avant de passer sur les gros producteurs, je vous explique quel est le problème avec les associations. Au départ, ils étaient tous des associations. C'est la cohésion sociale. Cette cohésion, du fait qu'on a remis en cause la cohésion sociale, c'est ce qui est à la base de tout le principe. Vous avez tous assisté ici. Non, attendez. Vous avez tous assisté ici quand ils ont décrié la caution solidaire. Oui. Quand les associations ont décrié la caution solidaire. Mais est-ce que, ce que je constate, est-ce que ça, c'est pas un débat trop intellectuel pour le monde paysan? Pas du tout. Est-ce Non, pas du tout. Ils reçoivent l'impact? Non, ils savent. Diarra, C'est eux qui ont... l'impact, c'est visible sur les paysans. C'est eux qui ont déclaré Tous ceux qui sont en train de dire, tout ce qui est financement, est-ce que l'impact est réellement visible sur le monde rural? Non, vous me permettez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, sinon vous n'allez pas me comprendre. Est-ce que vous voyez? Parce que cette caution solidaire-là, c'était la seule garantie que nous prenons auprès des associations. Que veut dire cette caution solidaire? Ça veut dire qu'ils forment une association. Si l'un n'arrive pas à payer, les autres payent à sa place. Est-ce que vous voyez? Quand ils ont décrié ce système, c'est ce qui est à la base de tous les problèmes que les associations ont rencontrés aujourd'hui. Maintenant, nous nous sommes dit, comme vous ne donnez pas d'autres, ceux qui vont accepter
à cette caution solidaire, nous allons toujours continuer avec eux et nous continuons toujours à les financer. Et même le budget 2015, il y a plus de 6 milliards qui sont prévus, uniquement pour les associations. Donc après les associations, il y a les entreprises agricoles. Et ça, on est entré dans la modernisation de l'agriculture. Et après, ça, c'est les petites et moyennes entreprises agricoles. Et au-delà des petites et moyennes entreprises agricoles, nous avons, nous finançons aussi les grosses entreprises. Voilà l'ensemble du... Cette année, vous avez déjà investi combien dans le financement de cette année? Dans le financement du monde rural. Du monde rural, nous sommes à plus de 150 milliards. Vous avez les chiffres, les documents, on peut vérifier? Oui, c'est vérifiable. Quand vous prenez le bilan de la banque qui est publié, nous avons plus de 150 milliards. Bon, je pense que le problème du crédit, c'est la gouvernance même du crédit, et des crédits qui ne sont pas transparents, où les gens ne se reconnaissent pas dans le crédit. C'est octroyé, donc il va sans doute qu'il y a des problèmes. Et voilà le vrai problème qui s'est posé et qui a amené les gens à décrier les cautions solidaires. Donc à ce moment, il faut comprendre. Je crois que l'AOPP a mis en œuvre un programme d'appui au coton, le programme coton, en relation avec la SNV et Oxfam. On a accompagné 450 coopératives à élaborer des plans d'affaires. Tant que le crédit, il n'y a pas une gouvernance, ce n'est pas clair, les gens ne se reconnaissent pas dedans, ça ne va pas. Et il y avait trop d'intermédiaires en matière de crédit au niveau des AV. Donc ce qui est un peu dangereux par rapport à des situations comme ça. Ce qui est arrivé. Quand il s'agit des gros producteurs aujourd'hui, où maintenant il y a la promotion des tracteurs, le machinisme est en train de faire son chemin. Et je pense aussi beaucoup sont en train d'avoir des tracteurs à travers des crédits, des rapports avec la chambre ou autre là. Tout ça, c'est la réalité. Mais comment rentabiliser tous ces équipements et autres là? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de conseil. Donc, il y a trop de flou au niveau des crédits, c'est ça? En résumé. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. Dire qu'il y a trop de flux, ça, je ne suis pas d'accord. L'AOPP ne peut pas dire ça. Quand vous voyez le processus d'octroi du crédit, dans un village, si je prends le cas des coopératives, c'est eux qui se réunissent, c'est eux qui choisissent, et c'est eux qui déterminent qui a droit à quoi. Est-ce que vous voyez? Après, ils nous amènent le montant et la banque finance directement à cette association. Est-ce qu'il n'y a pas de couloir? Non, il n'y a pas de couloir, c'est direct. On va donner la parole à... On va recueillir quelques réactions dans la salle. J'aimerais un peu réagir par rapport aux deux camps. Parce que nous accompagnons les agriculteurs par rapport à l'accès au financement. Nous comprenons mieux les agriculteurs. Et de l'autre côté, nous essayons de convaincre les banques à donner le financement aux agriculteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau des OP, des organisations paysannes, des producteurs, vous avez des gens qui vous disent « il faut me financer pour que je puisse faire du riz, par exemple. » Et c'est le riz qu'il va consommer. Comment la banque va financer quelqu'un qui produit ce qu'il va consommer? C'est compliqué. Je pense que le débat est là. De l'autre côté, au niveau des banques, il y a beaucoup de contraintes. On parle de garantie, alors qu'on sait rares sont les paysans qui ont un titre foncier de leur exploitation. Deuxièmement, tu trouves des prêts qui ne sont pas adaptés au monde rural. Les échéanciers, c'est vraiment quelque chose d'informatique où tu sens que ce n'est pas adapté à l'agriculture. Vous dites à un paysan de rembourser en décembre, alors que c'est décembre qu'il doit récolter. S'il vend en décembre sa production, il sort perdant dans cette affaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense que c'est valable pour l'État aussi. Vous êtes en train de prendre de l'argent et de le mettre à la disposition des producteurs et autres, sans pourtant songer au renforcement des capacités des agents de banque. C'est important. Parce qu'on l'a dit, il faut trancher sur un dossier que lui-même il ne connaît pas. Lui-même, là, c'est l'agriculteur. Non, le banquier. Rares sont les banquiers qui comprennent l'agriculture. Oui, par exemple, c'est complexe. Hein? Par exemple, je vous donne un exemple. On nous dit l'agriculture, il y a trop de risques dedans. Moi, j'étais banquier. Maintenant, je le supplie. Mais je sais que ça, il y a beaucoup de questions dedans. Je ne suis pas d'accord.
Pour qu'on vous parle d'inondation, vous allez voir pendant 5 ans, on va te dire qu'il y a eu une inondation quelque part. Alors que les accidents des voitures, les voitures qu'on assure et autres, c'est tous les jours. Donc il y a un problème énorme que les deux acteurs discutent. Moi, je suis Élie Tira. Au fait, nous, on pense que le problème de l'accès au financement rural s'exprime en termes d'accessibilité et d'attrait économique. En fait, tu ne peux pas aller lever des capitaux sur les marchés financiers pour prétendre financer l'agriculture avec, parce que dans notre contexte, ce n'est pas adapté. Et mon problème, et le monsieur il l'a dit, les besoins sont immenses. Mais quelles sont les banques en dehors de la BNDA qui s'intéressent au secteur? Il n'y a que les institutions de microfinance qui quand même se sont engouffrées dans le segment et ont quand même lutté pour enlever le problème de l'accessibilité. Et c'est ce qui pose le problème des coûts de nos taux d'intérêt. Les besoins sont là. Si aujourd'hui nous voulons distribuer 200 milliards, demain matin on le ferait. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de retour, en tout cas des capitaux comme souhaité. Et on utilise l'épargne, de plus en plus l'épargne devient rare. Et si vous allez lever des capitaux pour financer l'agriculture, vous créez d'autres problèmes. Donc vraiment... Votre question c'est laquelle? Hein? Votre question ou c'est une contribution? Non, c'est juste une contribution. Okay. C'est juste vraiment que, c'est juste dire que le problème des financements, c'est la nature des capitaux, l'accessibilité au monde rural. Donc on ne peut pas lever des fonds pour financer l'agriculture, c'est pas possible. Ok. On va. Ok. Oui. Ensuite. Okay. Moi c'est Modibo Dambeleu. Au-delà du problème des taux, il faut qu'on travaille sur la sensibilisation de ces bénéficiaires aussi, les producteurs. Parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller voir plusieurs institutions et de prendre le crédit dans plusieurs institutions et le remboursement va poser problème. Je prends l'exemple, si tu pars à Nyono, toutes les structures qui interviennent dans la zone de Nyono, tu trouveras que le producteur va aller chercher du crédit au niveau de toutes ces institutions-là, que ce soit la banque, institution de microfinance, et au bout du rouleau, le remboursement étant axé sur la production, ça va poser problème. Et c'est ça qui constitue la méfiance maintenant des financiers face aux producteurs. Merci. Mais comment contrecarrer cela? Ou bien on ne peut pas savoir que le producteur qui vient prendre crédit ici, dans telle banque, dans telle institution, c'est pas possible de savoir? C'est possible. Vous êtes les financiers, il n'y a pas un mécanisme. Il faut investir oui. dans le secteur pour pouvoir initier ces organisations-là, afin de pouvoir élargir les bases de communication entre les banques et les institutions de microfinance. Merci. On va peut-être donner la parole. Moi, c'est Cheikh Mar Soumano. De mon point de vue, je pense qu'on n'est pas en train de toucher le bout du problème parce que le financement, c'est vrai, c'est une question. Mais aujourd'hui, il y a un problème même de fiscalité. Parce que si vous regardez, on ne sait pas quel est le sort ou quel est le statut juridique d'un exploitant agricole. D'une part, il y a la loi d'orientation agricole qui exonère les exploitants agricoles de fiscalité, mais de l'autre côté, le Code général des impôts est en train de l'appliquer. Donc il y a ce problème-là. Deuxièmement, il y a mon collègue, mon prédécesseur m'a marché sur la langue en parlant de produits financiers non adaptés. Aucune structure au Mali ne travaille à cela, l'innovation. Et moi, aujourd'hui, je l'avais dit, pendant qu'on faisait des programmes d'installation des jeunes dans l'agriculture, on a dit qu'il est important de faire connaître à ces jeunes le crédit bail. J'ai été surpris de voir qu'il y a un important programme qui a été financé pour la jeunesse rurale malienne, qui n'a pas été indiqué, le FIER, qui est logé au ministère de l'Emploi, où il y a des centaines de millions, surtout de l'encadrement, parce qu'on veut maintenant que l'agriculture soit, qu'on puisse avoir des entreprises agricoles. Et il faut l'entrepreneuriat rural, qui est aussi une problématique. Et donc, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est très important que les structures d'encadrement aussi puissent approcher le ministère de l'Emploi. Il y a le service technique de FIER qui est financé par le FIDA, plus de 26 milliards sur 8 ans. Et je pense que là, il y a vraiment des choses à dire. Et là, c'est des produits innovants adaptés au financement de l'agriculture. Vous avez dit qu'il y a un fonds qui est logé? Oui, au ministère de l'Emploi, à travers le programme FIER, formation, insertion, entrepreneuriat rural. Vous êtes au courant, camarade? Oui, nous sommes au courant. Ok, vous allez répondre après. On va prendre cette tirée. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mafin Kone. Ce contact direct entre les opérateurs économiques et les porteurs de projets, c'était une chose inédite pour la plupart de nos bénéficiaires,
ceux-là qui ont participé à cet événement dans le cadre de notre accompagnement. Et la deuxième chose concerne cette prise de conscience de la part des financiers par rapport aux exigences qu'ils ont à travers l'octroi d'un crédit, notamment concernant le taux de garantie, et le taux de crédit de prêt et le taux de garantie. On va prendre le dernier interview. On approche presque à la fin de l'émission. Hein? Voilà, c'est ça. Vas-y, rapidement, 30 secondes. Bonsoir tout le monde, moi c'est Yaya Kone. Est-ce qu'il y a un cadre d'échange entre les banques, microfinances et les agriculteurs? Christophe Fayamon. Est-ce que l'État fait la part des choses entre l'agriculture de survie et l'agro-business? Très bien. Voilà la question. On va rebondir rapidement sur cette dernière question qui s'adresse... je vous remercie pour la question. L'État fait la part parce que, je rappelle que nous sommes avec la loi, on a dit l'agriculture familiale, on a parlé de l'entreprise familiale. Déjà, quand on parle de l'entreprise, ça veut dire qu'il y a un caractère, en tout cas commercial, qui est là. Et je vous ai dit qu'au Mali, 80% des agriculteurs sont peut-être l'exploitation familiale. L'État est là pour les protéger. C'est que l'État est en train de faire, mais tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à un niveau, les efforts de l'État ne sont pas reconnus souvent. Par rapport à l'Office du Niger, où les producteurs sont membres de la OPP à travers les hexagons. Donc je pense que je préfère lui poser la question qu'il y a, est-ce que vous suivez les instructions de microfinance qui sont là, est-ce qu'ils suivent réellement le crédit? Et ça revient toujours à la question de gouvernance, de transparence par rapport à l'octroi du crédit. Et le second point, c'est par rapport au statut de l'exploitation familiale que lui l'a posé. Effectivement, aujourd'hui, l'État, dans la loi d'orientation agricole, avait prévu un décret portant statut de l'exploitation qui a été adopté aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'enregistrement des exploitations familiales, l'enregistrement d'une matriculation devrait donner un caractère juridique à l'exploitation familiale agricole au Mali. Très bien. Cette question s'adresse et à l'État et aux partenaires financiers. On sait qu'au Mali, 80%, sinon plus, de la population active vit de l'agriculture. C'est ça? N'est-ce pas? Oui. Et l'autre l'a dit tout à l'heure, on n'est pas prêt à lever des capitaux pour mettre dans l'agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part? Oui, et je voudrais vous dire que l'État est en cours avec la loi d'orientation agricole. Vous avez vu hier soir, si vous avez suivi la télé, on a pris des textes pour revoir le foncier. C'est qu'on voudrait que, paysans par exemple de Koula, vous avez votre zone, vous êtes propriétaire terrien, que l'État reconnaît votre droit coutumier, qui va vous permettre de trouver un capital pour faire des investissements. Les textes, hier, on a seulement au Conseil des ministres, on a adopté les textes. Mais ce n'est pas d'un coup, quand on dit on va adopter, il y a un peu de schéma encore. C'est ce que je voudrais dire. Ok, rapidement, pour conclure, on est pratiquement à la fin. C'est ça. Nous sommes des professionnels dans le cadre du financement de l'agriculture. Nous, on ne fixe jamais les échéances comme ça. D'autant plus que nous avons des agronomes, nous avons de l'expérience, nous avons plus de 30 ans nous avons plus de 30 ans d'expérience. Les échéances sont fixées en fonction de l'encaissement des recettes, de la rentrée des recettes. Ça, c'est clair. Non, ce que je voulais souligner à mon confrère, c'est qu'il sache que nous avons aussi un mécanisme de financement des SFD. Nous les refinançons les SFD à des taux bonifiés. Et souvent, l'État aussi met à notre disposition des fonds qui nous permettent de financer les paysans à des taux bonifiés. Et ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, par rapport au problème qui s'est posé à Nyuno, nous sommes en train de mettre en place des centrales de risque pour savoir qui doit à qui dans la zone pour qu'on puisse faire des crédits sains. Ça permet de développer le crédit dans la zone de Nyuno. Très bien. Donc, en fait, moi, en tant qu'agri-hub, avant agri-hub, je voulais faire une contribution pour abonder dans le même sens que mon ami Ali, qui est très pratique. Lui, il est chef de file avec moi, IFDC. Ce qu'il est en train de dire, c'est des faits. J'ai l'exemple, si vous voulez, après, en dehors du sujet. Mais ce que je veux dire, vous savez, le problème qui a été évoqué, il y a des problèmes qui ont été évoqués, qui sont importants. Aujourd'hui, il faut que l'État reste dans son rôle. Donc, son rôle régalien, il doit rester, stimuler l'économie et laisser les acteurs faire leur travail. Il a bien dit, c'est très clair. Si vous faites le financement vous-même, vous allez échouer. Et il y a des expériences d'échec que nous connaissons.
Donc aujourd'hui, il faut que tous les acteurs spécialisés dans le financement soient consultés. Okay. Ça, c'est très important. J'en viens, j'ai pas encore fini. Non, mais quand même, je suis sévré, hein. Je suis sévré des paroles. J'aimerais bien intervenir quand même. Mais moi, je vais aborder un point qui est extrêmement important, qui a été évoqué là-bas, c'est l'innovation. Proposer de nouveaux produits, de nouveaux services adaptés aux besoins des agriculteurs. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, il y a l'assurance récolte qui est en étude, qui est en pratique et qu'on est en train de vulgariser, qui est extrêmement important parce que ça permet de couvrir un risque majeur de l'agriculture. C'est en pratique, on est en train de vulgariser. Nous avons fait des tests pilotes pendant 2 années qui est en pratique pour au moins apaiser mon collègue qu'il y a des innovations, des nouvelles choses qui sont en train d'être introduites. Vous avez vu des cas pilotes comme ça, assurance agricole? Il y avait des assurances à décès. Est-ce que vous avez entendu parler de assurance agricole? Non. Il y a eu des tentatives qu'on a tenté avec des projets qu'on a tenté de faire en chose, mais il y avait un truc risque décès là. Et les gens n'ont jamais bénéficié. Donc ça pose des problèmes. Très bien. Oui. Il dit qu'il n'a jamais... Non, en fait, moi je vais vous dire, souvent il y a des... Je ne dis pas, je ne le contredis pas. Mais ce que je dis, et qui est clair, non, ce que j'ai dit et qui est clair, aujourd'hui il y a un produit d'assurance récolte. Il y a des produits d'assurance décès invalidité qui sont offerts, je vais dire, tout à fait, qui sont offerts et naturellement. Est-ce que les gens ne bénéficient pas de ces choses-là? Non, je vous dis, non, il n'a pas l'information sûrement, mais je vous dis que l'année 2013 et l'année 2014, nous avons fait des indemnisations à plus de 100 millions. Très bien. À des producteurs et dans la région de Sikasso. Voilà, dans sa région. Oui, Nyang, pour terminer. Moi, je vous dis simplement que ce qui est sur la table est une source assez importante d'emploi et de création de richesses. Et c'est dans ça, à part le coton, c'est dans ça que nous pouvons vraiment enrichir les paysans. Et on ne peut pas enrichir le paysan si c'est Nyang et fils seulement qui travaillent. Si c'est Koulibaly et fils seulement qui travaillent, il faut que ça soit dans le cadre d'un co-entrepreneuriat. Je crois que c'est ça qui était la caution solidaire et tout. Mais on revient d'une autre manière à l'agriculture familiale africaine basée sur le concept de co-entrepreneuriat. Ok, merci. Pour terminer, peut-être c'est l'autre qui va répondre à cette question. Il y a Kone et puis Soumano qui avait... Soumano dit qu'il y a un fonds qui existe. Vous êtes au courant au niveau de... On est au courant. Mais ça n'est pas utilisé d'abord. Non, on collabore même avec eux. Il a demandé s'il y a un cadre qui existe entre financiers, agriculteurs, pour donner l'information. Par exemple, l'OPP vient de dire tout à l'heure, il dit qu'il y a l'assurance agricole qui existe, l'OPP n'est pas au courant. Il représente les agriculteurs. Bon, de toutes les façons, c'est à vous d'avoir une politique de vulgarisation de ces informations. Voilà, nous allons mettre fin à ces débats. Je crois que les débats vont continuer. On aura d'autres espaces pour pouvoir discuter de tous ces problèmes qui existent encore. Voilà. Ce débat était centré sur les résultats du FINAGRI, Salon de financement de l'agriculture, qui est une initiative de AgriHelp, qui s'est déroulé cette année à Sikasso. Et l'autre question fondamentale, c'était sur la problématique du financement de l'agriculture. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.